Ils disent que l'argent n'est pas assez cher. Et pourtant, la panique rôde. Ce n'est pas ce que vous attendez de la part des investisseurs, non? Les prix montent, les gens achètent, mais à la même vitesse, la production ralentit. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Des dizaines de clients dans une boutique bondée, attendant, souriant, en espérant acheter à un prix qui, selon eux, n'est pas assez élevé. Pourtant, juste en arrière-plan, un email du US Mint fait surface. Le seul produit encore disponible, c'est le Silver Eagle. Et ce n'est pas tout. Ils annoncent des délais de réapprovisionnement qui pourraient aller jusqu'à 30 jours. Cela semble un détail mineur, mais imaginez ce que cela signale. Si l'offre est suspendue, ce n'est plus seulement une question de prix. C'est un signe de rupture, un signal qu'il faut écouter attentivement. Parce que si l'énorme production de Silver Eagles s'arrête, cela changera tout. Et personne ne semble le dire tout haut, mais vous allez comprendre pourquoi cela pourrait devenir un véritable tournant. Ce qui se passe ici n'est pas une simple scène de boutique animée. Factuellement, on voit une file qui sort par la porte. Des clients qui répètent, presque mot pour mot, « I'm going to be buying no matter what happens ». Un retraité, un jeune de 27 ans, quelqu'un qui dit avoir commencé à empiler de l'argent à 15 ans. Les profils sont différents, mais le comportement est identique. Ils achètent, ils accumulent, ils ne parlent pas de vendre. Et surtout, ils disent tous la même chose. Le prix n'est pas assez haut. Maintenant, regardez le cadre plus large. Dans la même conversation, on lit un email du US Mint expliquant que la vente de pièces numismatiques est suspendue en ligne, potentiellement pour 30 jours, et que le seul produit encore disponible, ce sont les US Silver Eagles. Ce n'est pas une rumeur. C'est lu à voix haute, sur place. Mais voici la vraie question. Pourquoi un marché censé fonctionner normalement donne-t-il l'impression d'être sous pression permanente? Pourquoi des grossistes fondent des produits? Pourquoi Very Good Companies dépensent beaucoup d'argent sans trouver d'or ni d'argent disponible, selon ce qui est dit dans la boutique? Ce n'est pas un incident isolé. C'est un motif qui se répète. Et maintenant, attention à ce détail que presque personne ne relève. Tout le monde parle de prix spot, mais quelqu'un lâche calmement que ces prix sont en réalité des prix de futur. C'est là que l'histoire commence à changer de forme. À ce moment précis, une affirmation tombe, presque banale, mais elle est lourde de conséquences. The prices you're seeing are actually futures price. Factuellement, c'est dit clairement dans la boutique. Ce ne sont pas des analystes sur un plateau télé. Ce sont des acheteurs, un négociant, des gens qui manipulent le métal tous les jours. Et cette phrase-là, si vous la laissez passer, vous ratez l'essentiel. Parce que si le prix affiché n'est pas le prix réel du métal disponible, alors quelque chose ne colle plus. Le signal est discret, mais il est là. Le même homme explique que « that's where it all went wrong », que ces prix n'auraient jamais dû être appelés des prix spot. Ce n'est pas une théorie abstraite. Dans la même scène, on parle de sociétés sérieuses qui dépensent des sommes importantes et « can't find any gold and silver available ». Observez ce décalage. À l'écran, les chiffres montent. Dans le monde réel, le métal devient difficile à trouver. Et personne dans la file ne recule. Au contraire, ils sourient, ils plaisantent, ils achètent encore. Mais voici la partie que presque tout le monde ignore. Si le prix est basé sur des contrats à terme, que se passe-t-il quand trop de gens veulent du métal physique? Maintenant, pas plus tard. C'est ici que l'histoire commence à se tendre sérieusement. À ce stade, la conversation franchit un seuil. Ce n'est plus seulement une tension abstraite entre prix et disponibilité. Un détail beaucoup plus lourd apparaît. Factuellement, il est dit que des grossistes melting things down fondent des produits existants. Pas pour créer plus d'offres, mais parce que certaines formes de métal deviennent plus utiles fondues que vendues telles quelles. En parallèle, le US Mint admet qu'il doit repricer et suspend la vente en ligne de pièces numismatiques. Les mots sont techniques, mais la réalité est simple. Ils n'arrivent plus à suivre au prix affiché. Et maintenant, écoute bien cette contradiction frontale. Dans la boutique, les acheteurs disent être thrilled ou excited par la hausse. Mais le commerçant précise que si le US Mint arrêtait non pas les pièces de collection, mais la production de Silver Eagles, that would be a really big warning sign. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une ligne rouge.
Parce que les Silver Eagles, ce n'est pas un produit marginal, c'est le cœur du marché grand public. Quand quelqu'un dit calmement que l'arrêt de ce produit déclencherait une vraie panique, il révèle quelque chose d'essentiel. La confiance tient à une chaîne très précise et cette chaîne est déjà sous tension. Et voici la phrase qui change définitivement la lecture de toute la scène. Le problème principal n'est pas la demande excessive, c'est que le système de prix ne reflète plus la réalité physique. À partir de là, on ne parle plus d'investissement, mais de fragilité structurelle. Et tout s'accélère d'un coup. Dans la même séquence, plusieurs signaux tombent presque sans respirer. Le prix de l'argent dépasse les 90 $ l'once et dans la boutique Stanacom, quelqu'un demande ironiquement « How many people are excited ?» Personne ne lève la main, puis il inverse la question « How many of you are disappointed ?» Cette fois, presque tout le monde réagit. Ce détail est factuel, filmé, audible. Les acheteurs ne célèbrent pas la hausse. Ils la trouvent insuffisante. En parallèle, on apprend que certains dealers are just not buying anything, pendant que d'autres clients disent avoir dépensé 5 000 $ en argent sur une seule année et qu'ils continueront regardless. Ajoute à ça un jeune de 27 ans qui affirme acheter depuis ses 15 ans, un retraité qui dit vouloir have it in hand et des nouveaux venus attirés uniquement parce que the price is rising. 3 vitesses, un seul mouvement, accumulation. Mais voici le point de bascule. Personne ne parle de sortie. Personne ne parle de prendre des profits. Tout le monde parle de tenir, d'acheter encore, même si le prix chute à 70 du jour au lendemain. More time to buy, dit l'un d'eux. Maintenant, pose-toi la question essentielle. Que se passe-t-il quand la demande devient totalement insensible au prix, alors que l'offre, elle, montre déjà des signes de fatigue? À ce moment-là, l'histoire quitte complètement le terrain abstrait des marchés pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus humain. On entend un jeune homme expliquer calmement qu'il a convaincu 3 personnes autour de lui de commencer à acheter. Un collègue, 2 personnes avec qui il vit. L'une d'elles aimait déjà l'or, mais uniquement sous forme de bijoux. Puis il précise le moment exact. Sa première once d'argent, une American Silver Eagle achetée ici même. Ce n'est pas une statistique, c'est une scène. Et il ajoute que d'autres amis ont suivi, attirés non pas par un discours idéologique, mais par un seul facteur. The price is rising. Puis cette phrase tombe. Quand l'argent atteindra 100 $, it's going to be a big shock to everyone. Factuellement, c'est dit sans emphase. Mais maintenant, regarde ce que cela implique. Des nouveaux entrants arrivent parce que le prix monte. Des anciens acheteurs disent qu'ils continueront même si le prix chute brutalement. Et au milieu, un système de prix que certains dans la boutique ne considèrent déjà plus comme réel. Voici l'angle mort que presque personne ne regarde, ce mélange de nouveaux acheteurs sensibles au momentum et d'anciens acheteurs totalement insensibles au prix crée une pression asymétrique. Et quand on demande ce qui se passerait si le prix tombait à 70 du jour au lendemain, la réponse n'est pas la panique, c'est « more time to buy ». À partir de là, le risque ne vient plus de la peur, il vient de la rigidité. Et c'est ici que le mécanisme se dévoile sans jamais être nommé frontalement. Dans cette boutique, personne ne parle de complot, personne ne hausse la voix. Pourtant, tout le monde décrit le même système sous des angles différents. Le prix que vous voyez, celui que les médias appellent « spot », est décrit comme un prix de contrat à terme. Pas un prix de métal livré, tenu en main, posé sur le comptoir. Factuellement, c'est dit explicitement. Et juste après, on entend que des entreprises sérieuses dépensent beaucoup d'argent sans réussir à trouver de l'or ou de l'argent disponible. Ce décalage est le cœur du problème. Le spectacle du prix continue, mais la logistique réelle, elle, grince. Les pièces numismatiques sont suspendues. Les délais s'allongent. Les grossistes fondent. Et pendant ce temps, la boutique reste pleine. Les conversations restent calmes, presque joyeuse. Voilà ce qui rend la situation dangereuse. Rien ne ressemble à une crise alors que tous les ingrédients sont là. Quand un système repose sur la confiance dans un affichage de prix et que ceux qui manipulent le produit commencent à douter de cet affichage, la tension ne se voit pas tout de suite. Elle s'accumule silencieusement. Et maintenant, la vraie question n'est plus de savoir si quelque chose peut casser, mais à quel moment la réalité physique forcera le système à s'ajuster. À
À partir de là, deux trajectoires commencent à se dessiner, même si personne ne les formule ainsi dans la boutique. Première possibilité, le système tient encore. Les ventes en ligne reprennent. Les Silver Eagles continuent d'être frappés. Les délais se normalisent. Le prix affiché reste le point de référence et la tension retombe sans bruit. En surface, tout le monde souffle. Mais il y a une autre trajectoire, plus silencieuse, que suggèrent déjà plusieurs phrases entendues ici. Si la production ralentit encore, si les pénuries temporaires deviennent récurrentes, si un jour quelqu'un annonce que même les Silver Eagles ne sont plus disponibles. Là, on ne parle plus d'un ajustement technique, on parle d'un choc psychologique, parce que ce produit-là est cité explicitement comme la ligne à ne pas franchir. If they ever stop producing Silver Eagles, that would be a really big warning sign. Ce n'est pas une prédiction, c'est une condition. Et ce qui rend cette trajectoire crédible, ce n'est pas la peur, mais la dynamique déjà en place. Une demande qui ne se calme pas, une offre qui se contracte par à-coups et un prix que certains acteurs du terrain ne considèrent plus comme ancré dans le réel. La question n'est donc pas laquelle de ces trajectoires est certaine. La question, c'est laquelle est déjà en train de se former lentement pendant que tout semble encore fonctionner. Et c'est là que toute l'histoire se referme sur une idée simple mais inconfortable. Ce que vous voyez ici n'est pas une ruée classique, ni une bulle euphorique. C'est quelque chose de plus discret, des gens ordinaires dans une boutique ordinaire qui agissent comme si le prix importait moins que l'accès. Ils veulent l'avoir en main. If you don't hold it, you don't own it. Cette phrase revient encore et elle résume tout. Le vrai sujet n'est pas de savoir si l'argent montera à 100, 200 ou plus. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe quand un système fondé sur des promesses futures rencontre une demande immédiate et physique. Tant que la vitrine reste pleine, la confiance tient. Mais dès qu'un produit central disparaît, même brièvement, la question change brutalement. On ne demande plus combien ça coûte. On demande est-ce encore disponible? Et cette bascule-là, une fois enclenchée, ne se fait jamais dans le calme. Ce que cette scène nous montre, c'est peut-être le moment juste avant que tout le monde commence à poser la même question, en même temps. Si tu veux comprendre ce qui pourrait venir ensuite et pourquoi ce genre de signaux apparaît toujours avant un changement majeur, reste ici. Abonne-toi, parce que cette histoire est loin d'être terminée.